rapatriés de Syrie. Ah oui, Ouais. oui, rien à voir. Ouais, c'est tout à fait autre chose. Vous travaillez aussi sur des cas de J'ai travaillé avec des jeunes deux enfants qui sont... radicalisation, Ouais. quoi. La mère était radicalisée, Ouais. les enfants D'accord. étaient un peu trop jeunes, mais les Sûr. enfants ont vécu le traumatisme et surtout Oui, allez. le retour en Belgique, en fait. Nous sommes de retour dans ce LN24 soir. À l'école, le jeu vidéo se profile comme nouveau partenaire d'éducation. Mais ces jeux ont-ils réellement leur place dans les classes? Le débat est ouvert. Même si l'intérêt de certaines formes de jeux est pourtant ancien au niveau de l'éducation, faut-il pour autant éduquer à l'utilisation des jeux? Faut-il les utiliser peut-être en appui avec les professeurs? Les jeunes ne sont-ils pas déjà trop rivés à des écrans? Alors quel impact aussi pour leur développement? On en parle ce soir avec plusieurs experts en plateau. Maurice Johnson, tout d'abord, psychologue, conférencier également et expert en éducation, notamment autour des questions de jeux vidéo. Bonsoir. Pierre-Yves Houlmont de l'Université de Liège. Bonsoir. Vous êtes en train de rédiger, vous, une thèse autour des jeux vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça, sur la traduction de jeux vidéo. Alors, c'est quoi la traduction des jeux vidéo? Expliquez-nous en 2 mots. Alors, en 2 mots, c'est compliqué toujours de demander d'expliquer sa thèse en 2 mots, mais en gros, j'étudie les différents langages du jeu vidéo, comment ils s'articulent au cours du processus de traduction. Ouais. Et j'essaye de vraiment mettre le doigt sur la spécificité de ce type de traduction et comment éventuellement améliorer le travail des traducteurs professionnels. Parce que c'est un langage particulier, évidemment. Exactement. Le jeu vidéo en tant que média culturel a des codes qui lui sont propres. Et donc ça nécessite de les connaître. En tout cas, quand on est un traducteur de jeux vidéo, si on n'est pas un joueur, ça va devenir compliqué de bien traduire un jeu vidéo. Ouais. Alors à vos côtés, Maxime Verbessel de Action Média Jeunes. Bonsoir. Et vous travaillez notamment avec des jeunes dans les écoles aussi. Comment ça se passe autour des jeux vidéo? Dans les écoles et en dehors des écoles. Donc, Action Média Jeunes, c'est une organisation de jeunesse d'éducation média. Donc, nous, on essaye de voir avec des jeunes dans le milieu scolaire ou extrascolaire, un petit peu de les aider, les accompagner pour avoir un regard critique sur les médias et d'être créatif avec les outils médiatiques. Et donc, à l'instar du cinéma, de la télévision, de la radio, le jeu vidéo est comme Pierre-Yves l'a dit, un média culturel. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est vraiment d'essayer, avec les jeunes, interroger le média sous tout un tas de dimensions différentes. Alors, avec nous en Skype, en duplex, Ambroise Graham, cofondateur de Solot Games. Vous créez en fait des jeux vidéo, c'est bien ça? Vous êtes basé à Namur, je pense. Oui, exact. Donc, on est basé à Ciney. Donc là, ici, je reçois le call Skype depuis Ciney, mais on travaille beaucoup à Namur aussi, oui. Alors parfait, on va retrouver tout à l'heure. Mais tout d'abord, Romuald Lamorté, on va peut-être redessiner le contexte. Pourquoi parle-t-on de jeux vidéo aujourd'hui dans les écoles? Il faut savoir que faire de l'éducation aux jeux vidéo dans les classes de cours, c'est un débat qui revient souvent sur la table. Les utiliser à l'école, oui ou non, les intégrer dans les cours, les appréhender en fait comme de véritables objets culturels. Il y a beaucoup de professeurs qui plaident notamment en ce sens. Et c'est un point de vue justement qui a été plaidé par plusieurs intervenants ce jeudi au Salon 7. C'est un salon dédié à la place des transformations technologiques dans l'école et l'éducation de manière plus large. C'est la 2e édition de ce salon qui se tient à Namur aujourd'hui et demain. Il y a des conférences qui sont organisées, un vaste programme pour un peu sensibiliser aux outils numériques, mais surtout à leurs apports, ce qu'ils peuvent apporter en plus dans la société. Et ce salon, en fait, Mickaël, c'est surtout un signe que les mentalités, elles évoluent. On voit qu'il y a un véritable basculement. Et il faut savoir que du côté du monde politique, on réfléchit également, mais il n'y a pas encore de plan dédié à ces transformations, à l'apport des jeux vidéo dans les salles de classe. On parle beaucoup depuis 10 ans de la transformation numérique de nos établissements. Mais cela prend du temps et surtout, le problème, cela coûte de l'argent. Alors il y a des enseignants, mais de manière plutôt isolée, qui choisissent le jeu vidéo comme support pédagogique, mais ils ne sont pas soutenus. Il n'y a pas vraiment d'initiative du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce sujet. Il n'y a pas de réflexion mise en place à l'heure actuelle. On nous dit que le pacte d'excellence devrait à un moment, peut-être dans ces chantiers, réfléchir à cela. Mais pour le moment, on en est encore loin. Donc, quand il y a des initiatives, ce sont plutôt des initiatives individuelles. C'est ça, on a bien compris. Maxime Verbessel pour Action Média Jeunes. Est-ce que vous pensez que le jeu vidéo peut être utilisé finalement, notamment à l'école, en classe, pour transmettre des connaissances?
Alors pour transmettre des connaissances, ça me semble un peu compliqué. Disons que le jeu vidéo, il a comme spécificité de pouvoir créer des simulations ludiques. Et donc effectivement, ça peut être intéressant dans des cas pour des formations vraiment plutôt techniques, donc où on est amené à simuler vraiment ce qu'on ferait dans une situation particulière. Maintenant, pour transmettre des savoirs, par exemple l'histoire, la géographie, là il y a une certaine forme de pensée magique qui voudrait que parce qu'on met un jeu vidéo et qu'on imagine que tous les jeunes jouent tout le temps aux jeux vidéo, etc. Mais en fait, tous les jeunes ne sont pas forcément friands de jeux vidéo. Il y en a pour qui ça fait peur. C'est pas seulement une question de génération. Et du coup, on se dit, voilà, on va mettre des contenus un petit peu qui parlent d'histoire. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de Assassin's Creed. On simule une période de l'histoire et du coup, voilà, on va apprendre des choses. Alors que finalement, quand on joue à un jeu vidéo, ce qu'on recherche, c'est le plaisir du jeu, que ce soit la compétition, la coopération, la découverte d'une fiction, d'une histoire. Et finalement, le reste, ça va être relativement secondaire. Donc, on pourrait éventuellement apprendre, mais alors plutôt de façon informelle des choses sur des matières plutôt scolaires. Donc, ça pourrait éveiller l'intérêt. Mais je pense que par rapport à tout ce que ça demande comme moyens, comme infrastructure, comme compétences, vouloir vraiment transmettre des savoirs formels avec le jeu vidéo, c'est pas spécialement la meilleure stratégie. On va pas remplacer le professeur donc avec des jeux vidéo. Voilà. Donc, et là, comme on l'a dit en introduction, il y a quelques initiatives plutôt isolées, mais je pense que c'est parce que les profs aussi, il y en a certains qui trouvent ça vraiment chouette le jeu vidéo, qui vont donc l'investir et qui le maîtrisent bien et qui vont pouvoir facilement en tirer un parti éducatif. Mais je pense pas que ça serait forcément une bonne chose de vouloir le généraliser parce que c'est pas un outil qui convient pour tous les profs et c'est pas un outil qui convient pour tous les publics non plus. Pierre-Yves Houllemont, vous pensez vous aussi que c'est compliqué comme support pédagogique, en tous les cas au niveau de la transmission de connaissances, effectivement comme l'histoire, la géographie? En effet, quand on se penche un peu sur le sujet, on voit que le jeu vidéo en tant que tel, par exemple, si on se base sur la licence, sur la franchise Assassin's Creed, c'est pas parce qu'on joue à Assassin's Creed qu'on va devenir un pro de l'histoire, par exemple. Maintenant, le jeu vidéo peut être un support intéressant dans le cadre de certains cours. On donne des cours, on organise un cours de jeux vidéo à l'université de Liège. Alors là, ici, il fait partie de la mineure en culture populaire. Ouais. Donc là, on étudie vraiment le jeu vidéo, on apprend comment il est construit, ses enjeux culturels, etc. On étudie vraiment tout ça. Dans certains des cours que je donne, les cours de traduction de jeux vidéo, évidemment, je fais jouer les étudiants en classe. Donc je leur fais traduire les textes et puis ensuite je leur montre ce que ça donne une fois en jeu. Et parfois, je m'essaye à utiliser des jeux vidéo pour leur apprendre de la grammaire. Et ça fonctionne ? C'est parfois un peu compliqué, ça leur plaît beaucoup. Maintenant, c'est parfois un peu compliqué, ça demande beaucoup de préparation, en fait. Vraiment une bonne connaissance du jeu qu'on va utiliser. Alors on a Ambroise Graham, cofondateur de Solid Games, et je pense, vous, que vous avez créé justement ce genre de programme de jeux vidéo éducatifs, hein ? Oui, tout à fait. Donc on a pas encore fini le jeu, mais on est en cours de production d'un jeu sur les mathématiques. Ah ouais. Et comment ça fonctionne ? Bon, en fait, c'est un jeu coopératif où des enfants doivent se passer des potions et faire en sorte que le nombre qu'ils obtiennent soit d'une certaine valeur pour satisfaire des clients. Donc, s'il y a un client qui demande un 14, l'enfant va devoir prendre une potion qui vaut 7, la mettre dans la machine qui x2. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque enfant va avoir un pouvoir spécial et du coup, ils vont être obligés de se faire des passes avec les potions et d'essayer de travailler en équipe. Donc, c'est assez similaire au concept d'un jeu assez populaire qui s'appelle Overcooked. Ouais. Et donc, notre idée, c'était de réussir à promouvoir le côté multijoueur coopératif avec le côté mathématique. Et ça marche super bien, c'est-à-dire que les enfants aiment vraiment bien. Et donc, votre cible, ce sont évidemment les jeunes enfants, voire même peut-être les écoles. Alors, pour être honnête, nous, on s'amuse encore bien à y jouer, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller jusqu'à un niveau assez élevé. Quand on les fait au niveau maximum, on se retrouve à devoir faire des potions qui valent 248 et il faut faire 12 opérations d'affilée. Donc, j'ai déjà joué avec des gens qui sont en master de maths et franchement, il y a moyen de bien s'amuser sur le calcul mental jusqu'à un certain niveau. D'accord. Maurice Johnson, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce genre de jeu ludique, pour apprendre notamment les maths? Apparemment, ça peut fonctionner. Hein. Ça peut fonctionner. Bon, le fait qu'on souligne que c'est une idée qui vient de la base, donc des enseignants, je pense que c'est en phase justement avec cette volonté de beaucoup d'enseignants de trouver aujourd'hui des méthodes ou des outils pédagogiques qui soient susceptibles de plaire aux élèves, ou en tout cas de les intéresser. Il y a une grosse réflexion qui est faite justement de comment est-ce qu'on peut maintenir l'enseignement des contenus
et que ça se fasse en phase avec des outils qui sont utilisés par des jeunes. Tout à fait, des outils plus modernes, effectivement. On parle de cette révolution numérique et de comment l'intégrer dans l'enseignement. J'aimerais dire aussi que le jeu vidéo a bien sûr quantité d'aspects positifs, donc c'est ludique certes, mais ça permet aussi de développer, dans le cadre des mathématiques ou autre chose, des facultés de raisonnement, de déduction, d'analyse, de réflexe. Donc c'est une idée intéressante. Maintenant, il faudrait voir dans quelle mesure, d'une part, ça peut être intégré dans les programmes, et puis quel type de jeu, parce qu'effectivement, ça ne convient pas nécessairement à tous les enfants ou à tous les âges. Mais avant de passer justement aux initiatives avec Romuald qui ont été développées, est-ce que c'est pas un peu gadget quand même ? Parce que voilà, on ne va pas remplacer un prof, et puis malgré tout, si on dit jeu vidéo, il faut matériel, il faut licence. Est-ce que c'est pas un peu gadget quand même ? Gadget, je ne sais pas. Bon, c'est évidemment, là, la question, c'est un peu la question actuelle, de savoir dans quelle mesure les machines vont remplacer certains emplois. Donc, je ne pense pas qu'un robot pourrait reprendre la fonction d'un enseignant. Ça peut-être pas. Gadget non plus, mais je pense que c'est un outil auquel certains enseignants ont recours en fonction des élèves qu'ils ont en face d'eux. Pour certains, effectivement, c'est très parlant et ça permet de faciliter l'approche d'un cours, alors que pour d'autres, ça marcherait beaucoup moins parce que les jeux vidéo ne leur parlent pas. Donc, gadget, non, mais boîte à outils, certainement. Alors, justement, Romuald, quand on parle jeu éducatif, il y a des initiatives pédagogiques qui existent, hein ? Oui, dans les années 90, il y a des jeux éducatifs qui sont apparus, mais ils étaient jugés trop sérieux, trop scolaires. Ils n'ont pas vraiment remporté une large adhésion. Et en 2020, on constate maintenant qu'il y a quelques jeux à succès spécifiquement adaptés au monde de l'éducation, malgré que ça reste quand même une denrée assez rare. C'est utilisé parfois en histoire, une discipline souvent jugée à tort, Mickaël, comme ennuyeuse. Vous êtes historien de formation. C'est pour ça que je le dis, il fallait que je le place. Mais désormais, pour revenir plus sérieusement, il y a quand même un ouvrage qui s'appelle Jeux vidéo et éducation, qui est soutenu par Digital Wallonia, dont une première version a été lancée en 2016, et d'année en année, c'est réactualisé cet ouvrage, et son objectif, en fait, c'est de proposer un autre regard sur cette culture aux enseignants, mais aussi aux éducateurs, avec cette volonté de dire que les jeux vidéo, ils peuvent transmettre des connaissances ou forger ce qu'on appelle les savoir-être, les savoir-faire, comme le jeu Minecraft, qui est souvent pris en exemple, en fait, Mickaël, pour développer des compétences mathématiques lorsqu'on est en primaire, et on retrouve maintenant même des jeux vidéo en support de la maternelle jusqu'à l'université. Il y avait un professeur qui racontait dans la Libre Belgique qu'il avait réussi à enseigner la philosophie à des élèves de professionnels grâce aux jeux vidéo, et que ça avait permis donc de parler de matières qui parfois on se dit que ce n'est pas pour ce type de public. Bien justement, on avait réussi à les vulgariser. Donc ça, c'est un apport qui est souvent mis sur la question, mais il faut que les professeurs soient motivés, on va encore le redire, parce qu'il n'y a rien qui est coordonné. Et une dernière petite information au niveau, là, alors plus de manière générale, sur le numérique, il y a un projet pilote en fait de l'ASBL EduCit qui a une concertation avec plusieurs écoles pour que des élèves de 4e, 5e, 6e secondaire apprennent justement ces jeux avec des ordinateurs portables et autres. Mais encore une fois, je vous le disais, des initiatives isolées. Alors Maxime Verbessel, des initiatives isolées, mais ça permet quand même, on a entendu un exemple, peut-être d'enseigner certaines matières à des élèves qui n'étaient pas destinés à première vue à cette matière, quoi. Est-ce que c'est plus facile pour certaines matières ? Je crois qu'il faut vraiment voir les choses au cas par cas. Mais là, on a entendu des choses intéressantes. C'est que déjà, il peut y avoir effectivement un côté vulgarisateur et motivationnel. Et quand on parlait des anciens jeux éducatifs, évidemment, ça fonctionnait déjà moins bien parce qu'on voyait directement que c'était des exercices déguisés en jeux, des quiz, etc. Donc là, effectivement, avec des trucs beaucoup plus riches comme Minecraft, qui est vraiment un exemple, qu'on peut d'autant plus modder. Donc ça veut dire qu'on peut le modifier, le jeu, modifier les graphismes, les règles du jeu directement. Donc il y a une version éducative qui a été développée par Microsoft vraiment à destination des enseignants. Et donc là, on a vraiment des possibilités où avec de la motivation, on peut vraiment arriver à des résultats intéressants à condition de bien connaître son public, bien connaître son objet, son outil, etc. Maintenant, il y a toujours la tension inverse, c'est tiens, mais si on fait quelque chose qui est trop ludique, qui est vraiment justement très amusant, est-ce qu'on ne va pas se détourner de l'objectif d'apprentissage ? Est-ce qu'on ne va pas finalement jouer
et après, donc, la question de la transmission qui vient après les jeux, une fois qu'on a joué, comment est-ce qu'on synthétise, comment est-ce qu'on revient vraiment sur les savoirs ou les savoir-faire qui ont été transmis. Donc cette question-là est vraiment cruciale. Donc je crois qu'en fait la question c'est pas oui ou non, c'est plutôt il y a des conditions, il y a des contraintes et il faut en tenir compte pour construire son action éducative. Oui, c'est ça. Alors, Pierre-Yves Houlmont, finalement, ça permet aussi peut-être, dans certains types de matières, de s'essayer grâce au jeu et de se tromper, de recommencer assez facilement, de simuler des situations. Finalement, pour certaines matières, ça peut peut-être être utile d'apprendre de cette manière. Oui, clairement, ça, je veux dire, tout dépend, encore une fois. C'est une boîte à outils, clairement. Les jeux vidéo constituent des outils qu'on utilise ou pas. La manière dont on va les utiliser va avoir une influence sur la manière dont le cours va être reçu, je vais dire. Il faut bien se poser la question en amont de la méthodologie qu'on va utiliser, de la méthode qu'on va appliquer à l'utilisation de ces outils en classe. Mais il y a vraiment, ce sont des outils très puissants. Par exemple, au Liège Game Lab, j'ai des collègues qui ont lancé le projet Liègecraft. Et en fait, ce projet Liègecraft consiste en la reconstruction de la place du Ventoux dans Minecraft par des ados. Et en fait, c'est une manière pour nous de les amener à se questionner par rapport à leur environnement urbain, à se réapproprier en fait leur quartier, etc. Et donc, les résultats sont vraiment très intéressants. Alors, vous le disiez, donc il y a un langage, un code particulier au monde du jeu vidéo, puisque vous aidez à la traduction des jeux vidéo. Ça veut dire qu'un autre point, c'est apprendre aussi à décoder, peut-être en classe, les jeux vidéo et leur manière d'être construits, de fonctionner, parce que vous le dites par essence, c'est un langage particulier. Et ça aussi, c'est important finalement peut-être de donner des cours et donner des clés aux élèves qui passent beaucoup de temps sur des jeux vidéo. Bien sûr, les jeux vidéo, comme tout média, en fait, tous les médias ont des codes qui leur sont propres. Et donc, à ce moment-là, si on n'a pas ces codes, c'est très difficile de les appréhender, que ce soit pour des étudiants. Par exemple, quel genre de code, par exemple ? Par exemple, pour les jeux vidéo, il y a des codes qui sont appris, qui sont vraiment largement diffusés dans le milieu. On va le remarquer très vite quand on va mettre une manette dans la main de quelqu'un qui ne joue jamais. Il va vraiment être très maladroit, il va devoir regarder la manette, il va devoir vraiment réfléchir à comment se mouvoir dans ce monde en 3D ou en 2D, alors que quelqu'un qui y joue, ça va être logique pour lui. Par exemple, le bouton croix sur une manette de PlayStation, généralement, dans les jeux de plateforme, ça va être le bouton qui va être utilisé pour sauter. Ils vont même pas avoir besoin d'y réfléchir, les joueurs. Ouais. Alors, Maurice Johnson, finalement, c'est un code assez particulier, effectivement, les jeux vidéo, mais qui permet à certains, vous nous le disiez tout à l'heure, de gagner très bien leur vie aussi avec des métiers qui étaient jusqu'à présent inconnus presque. Oui, même parfois assez surprenant. C'est effectivement une tendance. Il y a de jeunes joueurs qui gagnent leur vie. Soit ça, avec le e-sport notamment. Le e-sport, tout à fait, à des jeux qui se jouent en ligne de façon à l'échelle internationale, tout simplement. Donc il y a vraiment des champions de e-sport. Il y a vraiment des champions, effectivement, qui gagnent leur vie et qui posent même parfois des problèmes à leurs propres parents, dans la mesure où ils passent énormément de temps sur les écrans, mais ils génèrent parfois des revenus qui vont de 5 à 10 fois ce que gagnent leurs propres parents, donc c'est difficile. On le sait, c'est un marché très important, c'est une industrie très importante, même c'est lourde que le cinéma en fait. 2 fois celle du cinéma, effectivement. Ouais. C'est une industrie qui génère 2 fois celle du cinéma, donc $100 milliards. Et alors des commentateurs de jeux vidéo, vous me disiez tout à l'heure, des commentateurs sportifs on appelle ça virtuels. caster, oui, tout à fait. Ça, c'est un tout nouveau métier et ça surprend énormément de gens dans la mesure où il s'agit d'un métier de commentateur de matchs de foot, mais de matchs de foot qui se font en ligne et en jeux vidéo et non pas des matchs en réel. Mais c'est vrai que c'est une industrie. Je donne un exemple que je trouve particulièrement spécifique. C'est bon, vous savez que les encarts publicitaires autour d'un terrain de football se vendent. Bien sûr. Eh bien, les encarts publicitaires dans un jeu vidéo, ça se vend également. D'accord. Donc, oui, il y a aussi des placements de produits et de la publicité dans les jeux vidéo. Alors, à partir de quand ça devient problématique aussi ? Parce que, évidemment, certains ados passent des journées, des nuits, parfois même devant leur écran. On est très, très fort sollicité par les écrans, téléphone, tablette, jeux vidéo, Internet. À partir de quand ça devient un problème ? Justement, c'est une question essentielle, je pense, de ce soir, de savoir dans quelle mesure on peut intégrer les jeux vidéo dans l'enseignement à partir du moment où les jeux vidéo sont responsables de nombreux problèmes que rencontrent des jeunes qui sont scolarisés, justement. Donc des problèmes d'addiction parfois, qui font que des jeunes jouent énormément, beaucoup trop d'ailleurs, passent des nuits blanches et ont du mal simplement le lendemain à
aller sur les bancs de l'école ou simplement qui rencontrent des problèmes de concentration ou de temps insuffisant. Addiction, c'est à partir de quel moment? Quand il commence à y avoir de la souffrance, des c'est problèmes de décrochage, comme vous dites. Il faut savoir qu'à la base, un jeune joue d'abord pour la question du plaisir. Par plaisir, on joue et quelque part... Mais c'est comme beaucoup d'addictions, on commence par le plaisir et puis voilà, on sait plus s'en passer. Et puis on finit par jouer pour éviter le manque et la souffrance et non plus par plaisir. Et c'est là que ça devient problématique parce que ça conduit parfois à des comportements agressifs ou des comportements d'isolement. Alors on va peut-être reposer encore une question à Ambroise Graham, donc cofondateur de Solid Game, qui est avec nous en duplex, en Skype. Est-ce que vous pensez finalement, Ambroise, que c'est important de placer aussi les jeux vidéo au sein des classes? J'imagine que vous, avec vos programmes, mais voilà, vous êtes dans un domaine assez éducatif, mais il faut aussi apprendre à décoder le langage particulier des jeux vidéo aujourd'hui et de les intégrer dans des programmes d'enseignement, d'éducation. Absolument. Donc moi, je ne serais pas aussi tranché à dire qu'il faut absolument avoir dans toutes les classes des matériels éducatifs de type jeux vidéo. Ce que je pense, c'est que c'est intéressant de pratiquer le jeu vidéo dans un terme éducatif en se disant, bon, on a du temps à passer entre amis, on va développer des compétences, on va s'amuser en faisant quelque chose qui n'est pas tout à fait une perte de temps. Moi, personnellement, je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, c'est-à-dire que je les code. J'aime bien les analyser, mais moi, je suis plutôt de type joueur d'échecs et de choses ainsi. Donc moi, ce que je pense vis-à-vis de tout ça, c'est qu'il faut faire attention au niveau de la dépendance, que c'est un vrai problème. J'en ai vu beaucoup, que ce soit des collègues, etc., qui ont des soucis d'addiction vis-à-vis de tout ça. Mais je pense que le jeu vidéo est un plaisir et qu'à petite dose, ça peut vraiment... être une manière amusante d'apprendre. Ça peut motiver certains enfants à apprendre. Après, je pense que voilà, il y a beaucoup de jeux. Enfin, moi, j'apprends pas mal sur le côté et j'utilise des applications, etc. Je pense qu'il ne faut pas renier la technologie à cause de ses contre-coups en se disant on va éviter tout ce qui est technologique pour apprendre parce que ce serait aller dans un mur. Après, il faut le faire avec sagesse. Et je pense que c'est faire des petits jeux dans les classes qui permettent aux enfants de s'amuser en pratiquant différentes compétences. Ça me semble être bien. Sans être fanatique, en se disant on fait un peu de jeux vidéo en classe, ça me semble une bonne chose. Merci beaucoup Ambroise d'avoir été là ce soir en duplex. Maxime Verbet, seul pour Action Média Jeune, peut-être il y a aussi la question du coût finalement, ça coûte aussi du coup. Il faut quand même avoir des jeux, des licences, du matériel pour utiliser ça en classe. Oui, alors moi je suis pas spécialement un expert de cette question-là, mais effectivement ça peut être un frein et par rapport vraiment donc à cette idée qu'on pourrait avec le numérique tout simplement régler tous les problèmes éducatifs. Il y a plusieurs exemples qui ont montré qu'on a eu des expériences qui consistaient à simplement aller placer des tablettes dans les mains de tous les élèves dans des classes, dans différentes écoles, et que les résultats n'ont absolument rien donné, puisqu'il n'y avait pas du tout l'accompagnement pédagogique qui était pensé justement pour pouvoir utiliser ces tablettes-là. Pareil avec les TBI, tableaux blancs interactifs. Donc nous, comme on va souvent dans les écoles, on voit beaucoup de professeurs qui nous disent voilà, on a un TBI, on ne sait absolument pas comment s'en servir, on n'a jamais eu de formation. Donc il faut aussi finalement, Pierre-Yves Voulmont, former les professeurs, ça c'est aussi capital finalement. Oui, c'est la première chose peut-être à faire. C'est sûr que si les professeurs ne disposent pas des codes pour appréhender le jeu vidéo, ça va leur être très compliqué pour l'utiliser et transmettre quoi que ce soit aux étudiants. Si eux, ils s'en sortent pas, les étudiants s'en sortiront pas non plus. Pour déconstruire aussi parfois certains clichés, certaines représentations véhiculées par les jeux vidéo. C'est aussi quelque chose, il faut un peu éveiller l'esprit critique à ce que nous montrent les jeux vidéo, c'est important aussi? Oui, bien sûr, parce que en fait, le jeu vidéo, encore une fois, comme tout média, il véhicule des messages et il faut aussi apprendre à lire ces messages. Ils ne sont pas assez décryptés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, on a tendance à considérer le jeu vidéo comme un pur média de divertissement. C'est aussi comme ça qu'il est traité parmi... Alors qu'il renvoie des codes de la société. Pardon ? Alors qu'il renvoie des codes de la société, justement. Bien sûr, oui. On va regarder un jeu, je vais donner l'exemple de Gravity Rush 2, qui est un jeu qui a l'air très enfantin et qui n'a pas l'air forcément très complexe du point de vue du message. Et en fait, quand on analyse le level design, la manière dont le monde est construit, en fait, c'est une critique sociétale. On a les riches tout en haut, la classe moyenne au milieu et les pauvres en dessous. Et les missions qu'on va avoir dans les différentes parties du jeu vont différer. La manière dont on va présenter les pairs et les habitants vont différer. Il y a vraiment une critique sociétale là derrière. Donc, il y a vraiment beaucoup plus que juste du divertissement dans le jeu vidéo, même dans les jeux AAA, par exemple les jeux à gros budget. Eh bien, merci en tous les cas à tous d'avoir participé à ce petit débat autour des jeux vidéo à l'école. Il est bientôt 19h30, tout de suite le journal.
Merci beaucoup. Hein. C'était très intéressant. C'était court finalement, c'est vite passé. Mais... Oui, il y a beaucoup. Il faudra un grand débat. Bah ouais.